Fin de l'année, c'est l'heure des bilans. Bilan géopolitique 2022, que s'est-il passé? Que faut-il retenir? Et qu'est-ce que l'on peut prévoir? Bien sûr, la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine le 24 février 2022 a occupé l'essentiel des commentaires et des études géopolitiques. Cette guerre, je dois l'avouer, je ne pensais pas que Poutine commettrait l'erreur de se lancer dedans, mais c'est lui qui a fait une erreur, parce que finalement, c'est la Russie, bien sûr, c'est l'Ukraine qui paye le premier le prix de la guerre, la population, le territoire, les infrastructures, les crimes de guerre qui sont commis, les viols, les massacres, tout cela, mais aussi Poutine va payer un prix, et la Russie va payer un prix à cette guerre, parce que Poutine a dilapidé une grande partie du capital qu'il avait accumulé. Pendant 20 ans, Poutine a restauré l'image, la puissance de la Russie. On pouvait aimer ou ne pas aimer, il était très critiqué, mais il y avait un fait objectif. La Russie pesait plus depuis qu'il avait pris le pouvoir qu'auparavant. Et chaque année, il élargissait un peu la sphère d'influence et le poids international de la Russie. C'est terminé. C'est terminé. La Russie est coupée du monde occidental. Elle n'est pas coupée du monde. Elle est coupée du monde occidental. L'économie est affaiblie par les sanctions, mais plus encore par la fuite de tous les gens qui fuient la mobilisation ou qui fuient une répression de plus en plus forte. Et donc, ce n'est pas l'avenir de la Russie qui est en cause. La Russie continuera à exister comme un pays, elle ne sera pas démembrée, elle ne sera pas démantelée, mais l'économie russe va être atteinte et le dynamisme de la Russie, les cerveaux, il y a une fuite des cerveaux, et donc la Russie, du fait de l'agression que Poutine a lancée contre l'Ukraine, sera moins puissante à l'avenir qu'elle ne l'était auparavant. L'Ukraine est un pays martyr, mais a obtenu un statut qu'elle n'avait pas, y compris de candidate à l'Union européenne, ce qui peut peut-être poser problème, peut-être qu'on a un peu cédé à l'émotion et non pas à la raison. Bien sûr, il faut aider l'Ukraine, il faut lui envoyer des armes, une assistance économique, accueillir les réfugiés. Il ne faut pas que Poutine gagne la guerre, mais il ne faut peut-être pas forcément reprendre l'agenda de Zelensky, qui est beaucoup plus exigeant à l'égard des Européens qu'il ne l'est à l'égard des Américains, et qui, lorsque la guerre sera terminée, sera beaucoup plus reconnaissant à l'égard des Américains que des Européens, parce qu'il va dire que ce sont les Américains qui l'ont aidé à gagner la guerre, et il ne faudrait pas que les Européens soient là uniquement pour payer un plan d'aide et n'avoir pas leur mot à dire. On reproche aux Européens de ne pas aider suffisamment l'Ukraine, ils l'aident. La France a abandonné à peu près 20 milliards d'avoirs en Russie, plus le coût de la guerre, plus quand même des matériels qui sont envoyés. Et donc il est faux de dire que l'Europe ne fait rien, même si effectivement l'aide militaire américaine est beaucoup plus massive. Mais les Européens sont aussi victimes indirectes, de façon moins grave que l'Ukraine évidemment, de cette guerre. Et surtout, c'est l'idée d'autonomie stratégique européenne qui est morte. Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale en novembre 2019. Cette fois-ci, c'est l'autonomie stratégique européenne qui est morte parce que tous les pays européens ont tous tellement peur de la menace militaire russe qu'ils demandent une aide accrue des Américains, qu'ils veulent se réfugier sous l'aile protectrice des États-Unis. Ils pensent que seul Washington peut les protéger de la menace russe, donc d'où l'achat supplémentaire d'armes, augmentation des dépenses militaires qui se traduit par une augmentation d'achat d'armes aux États-Unis. On ne fait plus venir du gaz de Russie sécrètement coupé, on va l'acheter aussi aux États-Unis. Donc les Américains vendent 4 fois plus cher leur énergie aux industriels européens qu'aux industriels américains. Donc il y a une distorsion de concurrence. L'Allemagne voit son modèle économique complètement remis en cause puisqu'il n'est plus possible d'avoir une énergie bon marché venant de Russie. Et il faut donc que l'Europe réinvente un modèle. Et pour l'instant, ce sont les pays européens comme les pays baltes ou la Pologne, qui depuis le départ refusaient les contacts avec la Russie, qui disent, vous voyez, on a eu raison depuis le départ. D'autres disent, vous voyez, on avait raison de vous mettre en garde contre le fait de ne pas tenir compte de la Russie et de la considérer comme un pays vaincu. Une fois encore, l'acte de Poutine est inexcusable. La guerre doit être condamnée, mais on peut aussi réfléchir aux éventuelles erreurs qu'on a commises à l'égard de la Russie. Ceci n'empêche pas cela. Le fait de condamner les crimes de guerre, de condamner la guerre de Poutine, ne doit pas nous empêcher de réfléchir à l'avenir. Les vainqueurs de cette guerre, ce sont les États-Unis, bien sûr, parce qu'ils ont restauré leur leadership sur l'Europe. On a oublié la débâcle de Kaboul, après laquelle leur crédibilité stratégique était profondément atteinte. Et finalement, tous les pays européens demandent une aide accrue aux États-Unis, une protection accrue, y compris la Suède et la Finlande qui rejoignent l'OTAN. En fait, on pourrait, là aussi, si on ne cède pas à l'émotion, réfléchir. Très franchement, l'armée russe a montré qu'elle n'était pas si capable de cela. J'entends bien sûr beaucoup de personnes dire la France n'est pas en mesure de mener une guerre de haute intensité, mais qui va mener une guerre de haute intensité contre la France? Si l'armée russe n'est pas capable de garder Kherson, comment peut-elle arriver à Varsovie, Berlin ou Strasbourg?
Et donc, est-ce qu'il faut vraiment avoir autant peur de l'armée russe qui a plutôt prouvé finalement son inefficacité dans la débâcle qu'elle subit en Ukraine? Si la question russo-ukrainienne est là pour quelque temps encore, sur le devant de la scène, la vraie question, elle a été rappelée cette année, c'est la question Chine-États-Unis, elle a été rappelée à propos de Taïwan, avec beaucoup qui se demandent est-ce que ce que la Russie a fait en Ukraine, la Chine va le faire en Taïwan? Et la visite de Nancy Pelosi à Taïwan a fait couler beaucoup d'encre. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Et beaucoup se disent, est-ce que Pékin va vouloir faire une réunification par la force? Alors, contre ce parallèle, Russie, Chine, Ukraine, Taïwan, il y a le fait que Taïwan est une île et que l'on envahit moins facilement une île. Le transport d'armes par bateau, les bateaux peuvent être coulés. Par ailleurs, les Américains ont dit qu'ils ne feraient rien en cas d'agression russe contre l'Ukraine. Ils ont dit qu'ils interviendraient, ou en tous les cas, ils sont nettement moins affirmatifs de ne rien faire si la Chine attaquait Taïwan. Par ailleurs, la Chine a beaucoup d'intérêts économiques à Taïwan. La Chine n'a pas intérêt à agir par la force pour une réunification de Taïwan, mais la limite, c'est que la Russie non plus n'avait pas intérêt à faire ce qu'elle a fait en Ukraine, et néanmoins, elle l'a fait. Mais ce qui change, c'est la diplomatie américaine qui a affiché pour protéger Taïwan, alors que les Américains avaient dit qu'ils n'interviendraient pas militairement pour protéger l'Ukraine, même s'ils sont intervenus indirectement par la suite. Le pouvoir de Xi Jinping est réaffirmé avec le congrès du Parti communiste, et en même temps, il y a une protestation de la population qui ne peut plus supporter les restrictions du Covid-19. On voit qu'il y a, malgré ce que disent certains, une opinion en Chine, que ce n'est pas le pays totalitaire du temps de Mao, et que même s'il y a toujours un contrôle très fort du Parti communiste, le Parti communiste ne peut pas absolument faire ce qu'il veut avec sa population. Contestation aussi en Iran, où les gens sont fatigués du régime, où ce qui aurait pu être au départ un simple fait divers, une jeune femme tuée par la police parce qu'elle ne correspondait pas aux normes vestimentaires, déclenche une contestation de plus en plus vive et une répression de plus en plus forte. C'est la lutte entre contestation et répression. Déjà plus de 400 morts et le nombre s'alourdit chaque jour. Le régime semble jouer sa survie et est prêt à tout pour ne pas se laisser déborder. Et néanmoins, malgré l'ampleur de la répression, les contestataires continuent. La force des réseaux sociaux fait que la contestation ne s'éteint pas, elle est virale, mais il n'y a pas de leader. Et donc il faudra voir dans ce duel contestation-répression qui va l'emporter. Toujours est-il que l'Iran semble se diriger un peu plus chaque jour vers l'arme nucléaire et on voit que la cruelle erreur de Trump qui pensait triompher en rompant l'accord nucléaire qui avait été signé le 14 juillet 2015 pour éviter deux options vraiment catastrophiques stratégiquement, un Iran doté de l'arme nucléaire ou une guerre pour empêcher l'Iran d'être doté de l'arme nucléaire. Et donc la question du nucléaire iranien est de nouveau posée. Pourquoi? Parce que chacun a vu que si les pays de l'OTAN n'allait pas attaquer la Russie, ne faisait pas la guerre à la Russie, c'est pour une bonne et simple raison, c'est parce qu'elle a l'arme nucléaire et que l'agression de Poutine est sanctuarisée par la possession de l'arme nucléaire. La Yougoslavie n'avait pas l'arme nucléaire. On a fait la guerre du Kosovo en 1999. La Russie a l'arme nucléaire, les pays de l'OTAN aident indirectement l'Ukraine, mais ne l'aident pas directement et n'attaquent pas la Russie. Et donc, la sanctuarisation par l'arme nucléaire, dont on voit aussi les succès en Corée du Nord, en Corée du Nord, Kim Jong-un est toujours au pouvoir. Il se dit que si Kadhafi et si Saddam Hussein avaient eu l'arme nucléaire, il le serait également. Et donc, finalement, cette guerre en Ukraine peut avoir comme effet indirect de relancer la prolifération nucléaire. De nouveaux coups d'État en Afrique, l'Afrique où la démocratisation avait gagné du terrain, eh bien Burkina Faso, Mali, Guinée, les coups d'État se multiplient. Il y a un recul démocratique en Afrique. Il y a enfin une trêve en Éthiopie entre les forces du Tigré et l'Éthiopie. Cette trêve est fragile. On a évité la poursuite des massacres, mais la situation est extrêmement fragile. Il faut continuer à être attentif. Et puis malheureusement, le conflit redémarre dans le Kivu. Le M23, dont le docteur Mukwege dit qu'il est aidé directement par le Rwanda, il n'a pas peur de le dire ouvertement, a repris son combat pour le contrôle des matières premières en RDC. Les RDC, riches de ces matières premières, en fait, ont subi les pires outrages et c'est un peu un conflit oublié, c'est un peu un conflit dont on parle moins. Et le docteur Mukwege dit, oui, finalement, les Occidentaux s'occupent beaucoup du conflit en Ukraine, mais négligent les autres conflits. Et c'est là qu'on voit qu'il y a cette division, The West versus The Rest. Effectivement, dans les pays non occidentaux, il n'y a pas la même appréciation du conflit en Ukraine. On nous reproche d'être focalisé parce que ça nous concerne et d'oublier les autres conflits. On nous reproche de faire du deux poids, deux mesures.
Il ne suffit pas de dire qu'il y a de la propagande contre nous, il ne suffit pas de dire que nous souffrons de manœuvres de désinformation contre les pays occidentaux. Il faut écouter toutes ces voix, y compris de gens qui seraient prêts à travailler avec nous et des gens qui n'ont pas un agenda anti-occidental au départ, comme le Dr Mukwege d'ailleurs. Cette division The West versus the Rest s'observe sur beaucoup de sujets, y compris d'ailleurs sur la Coupe du Monde au Qatar. Beaucoup de géopolitique du sport cette année, les Jeux à Pékin, la Coupe du Monde au Qatar, très critiquée par beaucoup de leaders d'opinion qui demandaient le boycott. Ils n'ont pas été vraiment suivis dans les faits d'ailleurs, alors que dans les mondes occidentaux, les gens ne trouvaient pas anormal que le Qatar obtienne la Coupe du Monde. Et donc, l'Occident n'a plus le monopole de la puissance, ce n'est pas une nouveauté. C'est là le cas depuis longtemps, je dis cela et je ne suis pas le seul depuis longtemps, mais chaque année c'est un peu plus vrai. Et si l'Occident continue à vouloir agir comme auparavant en imposant son agenda, sa volonté, ses conceptions au reste du monde, eh bien nous allons devant un échec patenté. Il faut aussi savoir écouter les autres. On l'a vu d'ailleurs au G20 en Indonésie, les Occidentaux ne sont pas en mesure d'imposer leur volonté. On le voit aussi avec l'Arabie Saoudite, autre exemple, qui auparavant obéissait au doigt et à l'œil aux États-Unis. L'année de la mort de Gorbatchev, il faut se rappeler que c'est l'augmentation de la production saoudienne dans les années 80 qui a mis à mal l'économie soviétique, qui ne comptait pas sur ses recettes d'exportation parce que les cours du pétrole étaient très bas. Eh bien là, Biden, qui avait dit qu'il ferait de MBS un paria, va finalement à Riyad et à Canossa pour lui demander d'augmenter la production de pétrole pour desserrer un peu les taux. MBS lui dit que non, il ne le fera pas. Il va même avoir un accord avec la Russie. Et donc on voit que tous ces pays, y compris les pays du Golfe, ne veulent pas choisir entre la Russie et l'Occident, ne veulent pas choisir entre les États-Unis et la Chine. Et donc il faut bien qu'on ait à l'esprit cette réalité. Agir par une politique de sanctions, ce n'est pas toujours aussi efficace parce qu'elles sont contournées, parce que tout le monde ne les applique pas et qu'elles nous font également du mal à nous. Avant de prendre des sanctions, peut-être essayer de les élargir et de convaincre les autres pays de les prendre avec nous. Parce que si les sanctions ne sont qu'occidentales, elles sont forcément affaiblies. Aurons-nous à choisir dans les années qui viennent entre la Chine et les États-Unis? La pression est forte sur les pays européens pour qu'ils le fassent et sur les autres pays. Mais les autres pays non européens ont dit que non, ils ne choisiraient pas. Ils continueraient à avoir des relations avec les deux. Il serait curieux que nous, on cède aux demandes américaines alors que ce n'est pas forcément notre intérêt. Et puis il faut vraiment que nous réfléchissions et ne pas élargir ce fossé entre l'Ouest et le reste du monde.